Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, il est 20h, le journal, voici les titres. Initiative pour la transparence dans les industries extractives, le Sénégal se lance dans la collecte des données pour élaborer son deuxième rapport. La validation du document au niveau international permettra à notre pays de mieux profiter des opportunités qu'offre le secteur minier dans un contexte de découverte de pétrole et de gaz. Et puis, la série sur l'élevage se poursuit, les initiatives se multiplient pour augmenter la production de viande et de lait au Sénégal. L'insémination artificielle donne des résultats. Des fermes privées se développent. La société de gestion des abattoirs du Sénégal livre ses chiffres. 600 milliards de recettes en 2015, mais peut mieux faire. Ramadan, tout n'est pas rose. En cette période de fortes dépenses, il y a des activités qui sont au ralenti. Vendeurs de café, d'habits, tatoueurs ou restaurants, les chiffres d'affaires baissent. Dans le même temps, certains n'hésitent pas à débourser de petites fortunes pour les délices du Nogou et du Khud. À suivre le reportage du jour avec Aram Now et la chronique Ramadan de Seydina Alundigo et la rubrique santé qui nous propose quelques conseils pour profiter des bienfaits du jeûne. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Lecture avec Oumar Diaw. Entamant sa communication autour de la protection du littoral et de l'intensification de la lutte contre l'érosion côtière, le chef de l'État demande de mettre en œuvre, au-delà des actions en cours, une stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière pour protéger toutes les localités vulnérables du littoral et apporter l'appui nécessaire aux populations. En effet, il urge d'élaborer une cartographie globale des zones et populations impactées par le phénomène, de procéder à un aménagement préventif optimal du littoral national et d'accélérer l'exécution du projet de réhabilitation de la brèche de Saint-Louis, ainsi que des projets développés dans les sites touristiques de la Petite Côte. Dès lors, le chef de l'État demande au Premier ministre de tenir, dans les meilleurs délais, un conseil interministériel consacré à la lutte contre l'érosion côtière. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurité civile des bâtiments et établissements humains, le président de la République demande au gouvernement, en cette veille d'hivernage, de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour parer au risque d'accidents et de catastrophes. Le chef de l'État indique également... Mesdames et Messieurs, toutes nos excuses pour ces quelques désagréments. Dans la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi, nous reviendrons justement sur ce communiqué au cours de cette édition. Le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives va bientôt lancer la campagne de collecte de données pour produire son prochain rapport. Une trentaine d'entreprises est concernée. L'intérêt est d'évaluer l'apport des industries minières dans l'économie nationale, ce qui est gage de transparence au niveau mondial. Le comité a fait face à la presse. Pour la deuxième fois, le Sénégal va produire son rapport ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ce sera en octobre, mais pour l'heure, les membres du comité de l'ITIE lancent la campagne de collecte de données. L'intérêt est d'évaluer de façon exacte l'apport des industries extractives dans l'économie. Toutes les entreprises qui sont établies au Sénégal et qui sont actives dans le secteur minier vont être dans le rapport. Mais pour le périmètre de conciliation, c'est-à-dire que pour le périmètre des entreprises pour lesquelles on va rapprocher les paiements effectués par ces entreprises et les revenus qui sont déclarés par l'État, il y a 15 entreprises privées et une entreprise publique, notamment la MIFERSO. Et pour les compagnies pétrolières, c'est 13 compagnies pétrolières. Ce deuxième rapport va permettre au Sénégal de valider son dossier de conformité aux normes ITIE au niveau mondial, ce qui est une bonne chose. Le Sénégal, qui, comme vous le savez, est un pays candidat à l'ITIE, va postuler pour ce qu'on appelle la validation. Parce que les pays, quand ils adhèrent à l'ITIE, ils ont l'obligation de produire un rapport. Un premier rapport qui était notre rapport qui portait sur l'année 2013, qui était un rapport test. Maintenant, il y a un deuxième rapport qui est produit et c'est sur la base de ce deuxième rapport qu'il va y avoir la validation. Le Sénégal va aller à la validation ITIE. Ça veut dire que lorsque vous êtes considéré comme un pays conforme, ça donne déjà une garantie à la communauté internationale, à vos partenaires, aux investisseurs, que vous avez atteint des niveaux
des standards de transparence qui sont relativement élevés et qu'il y a des progrès significatifs qui ont été réalisés dans le sens de faciliter l'accès à l'information. Il est dit dans le projet minier en cours de gestation que les entreprises sont dans l'obligation de participer à l'évaluation de l'ITIE. Les rapports produits par le Comité national permettent de lancer des débats publics sur la contribution des sociétés exploitant les mines, le gaz et le pétrole. Pour rappel, la part de ces sociétés est estimée à près de 50 milliards de francs CFA selon le rapport de l'ITIE de 2013. Tout est rentré dans l'ordre. Nous revenons sur le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. C'est avec Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 15 juin 2016 à 11 h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la protection du littoral et de l'intensification de la lutte contre l'érosion côtière, le chef de l'État demande au gouvernement de mettre en œuvre, au-delà des actions en cours, une stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière pour protéger les localités vulnérables du littoral et apporter l'appui nécessaire aux populations. En effet, il urge d'élaborer une cartographie globale des zones et populations impactées par l'érosion côtière, de procéder à un aménagement préventif optimal du littoral national et d'accélérer l'exécution du projet de réhabilitation de la brèche de Saint-Louis, ainsi que des projets développés dans les sites touristiques de la Petite Côte. Dès lors, le chef de l'État demande au Premier ministre de tenir dans les meilleurs délais un conseil interministériel consacré à la lutte contre le phénomène. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurité civile des bâtiments et établissements humains, le président de la République demande au gouvernement, en cette veille d'hivernage, de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour parer au risque d'accidents et de catastrophes, notamment au niveau des établissements recevant du public. Le chef de l'État indique également au gouvernement la nécessité d'activer toutes les commissions régionales et auxiliaires de protection civile, de déployer un programme de sensibilisation des populations, de mener un audit général des équipements électriques et de protection civile de tous les bâtiments recevant du public et de veiller à l'actualisation des plans d'organisation des secours hors sec ainsi qu'à l'équipement en paratonnerre des localités et sites sensibles. Poursuivant sa communication autour de la modernisation du système national de santé, à travers notamment l'accroissement contenu des ressources budgétaires et moyens logistiques alloués au secteur, le président de la République rappelle au gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde à la densification de la carte sanitaire, à l'amélioration des conditions d'accueil aux services d'urgence, de la qualité de la prise en charge médicale et sociale des malades. Et dans ce cadre, le chef de l'État lance un appel à tous les acteurs du secteur de la santé pour un dialogue social de qualité avec le gouvernement en vue d'asseoir les bases d'un système national de santé performant. Le président de la République invite également le gouvernement, en rapport avec les collectivités territoriales, à mutualiser les ressources humaines, matérielles et financières injectées dans ce secteur et demande au Premier ministre de procéder à l'évaluation globale de la couverture maladie universelle, CMU, 2 ans après son lancement. Abordant le développement stratégique du sous-secteur de l'électricité et l'inauguration le lundi 13 juin 2016 de la centrale électrique de Control Global, sise au Cap des Biches, d'une capacité de 53 MW, le chef de l'État rappelle au gouvernement son ambition de doter le Sénégal d'une production électrique disponible, suffisante, de qualité et à moindre coût, tenant compte du mix énergétique, de la montée en puissance des énergies renouvelables et de l'exploitation prochaine des réserves pétrolières et gazières découvertes au large de nos côtes. Dans cette perspective, le président de la République rappelle au gouvernement l'urgence de finaliser le plan stratégique de développement de Sénélec, l'évaluation du contrat de performance État-Sénélec et la validation du nouveau plan de production électrique. Le chef de l'État a clos sa communication en adressant ses félicitations à la direction générale et à l'ensemble du personnel de Sénélec pour les efforts notables de modernisation consentis en vue d'améliorer la production, l'exploitation et la distribution de l'énergie électrique. Le Premier ministre a axé sa communication autour de la revue sectorielle des grands projets stratégiques de l'État avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a rendu compte de la participation du Sénégal à la 105e conférence internationale
du travail tenu du 29 mai au 10 juin 2016 à Genève, en Suisse, sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de décret relatif à la santé des gens de mer. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Mamadou Kassé, urbaniste aménagiste, est nommé directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré, SNHLM, en remplacement de M. Ibrahim Ouad, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye est nommé directeur de la protection et de la surveillance des pêches, en remplacement du capitaine de vaisseau Cheikh Sarr, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Awandia Diop, administrateur civil, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé du développement, en remplacement de M. Abdou Khadir Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Khadim Anne, administrateur civil, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé du développement, en remplacement de M. Hamed Tidjan Tchaou, appelé à d'autres fonctions. M. Hamed Tidjan Tchaou, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, poste vacant. M. Cheikh Ibra Fall, administrateur civil, précédemment préfet du département de Goudiri, est nommé préfet du département de Ziguinchor en remplacement de M. Saïd Dia, appelé à d'autres fonctions. M. Mamles Kabou, administrateur civil, précédemment préfet du département de Nioro-du-Rip, est nommé préfet du département de Kaffrine en remplacement de M. Abdourahman Djaï, appelé à d'autres fonctions. M. Eliman Ba, administrateur civil, précédemment préfet du département de Gossas, est nommé préfet du département de Podor en remplacement de M. Amadou Sakho, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Sakho, administrateur civil, précédemment préfet du département de Podor, est nommé préfet du département de Goudiri en remplacement de M. Cheikh Ibra Fall, appelé à d'autres fonctions. M. Elhaj Papamadike Dramé, administrateur civil, précédemment préfet du département de Bambey, est nommé préfet du département de Gossas, en remplacement de M. Eliman Ba, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Lamine Guissé, administrateur civil, précédemment préfet du département de Birkilane, est nommé préfet du département de Bignona en remplacement de M. Fari Sey, appelé à d'autres fonctions. M. Saïd Dia, administrateur civil, précédemment préfet du département de Ziguinchor, est nommé préfet du département de Birkilane en remplacement de M. Amadou Lamine Guissé, appelé à d'autres fonctions. M. Fari Sey, administrateur civil, préfet du département de Bignona, est nommé préfet du département de Dagana en remplacement de M. Moustapha Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Moustapha Ndiaye, administrateur civil, précédemment préfet du département de Dagana, est nommé préfet du département de Bambey en remplacement de M. Elhaj Papamadike Dramé, appelé à d'autres fonctions. M. Abdourahman Djaï, administrateur civil, précédemment préfet du département de Kaffrine, est nommé préfet du département de Vélingara en remplacement de M. Amadou Matar Sissé, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Matar Sissé, administrateur civil, précédemment préfet du département de Vélingara, est nommé préfet du département de Saraya en remplacement de M. Abdourahman Pape Malik Ndao, appelé à d'autres fonctions. M. Pape Malik Ndao, administrateur civil, précédemment préfet du département de Saraya, est nommé préfet du département de Nioro-du-Rip en remplacement de M. Mamles Kabou, appelé à d'autres fonctions. Enfin, M. Abdou Khadir Diop, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé du développement, est nommé directeur des ressources humaines et matérielles à la Direction générale de l'administration territoriale, en remplacement de M. Souleymane Dembassi, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Merci Oumar pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais présidentiel. Le collège d'enseignement moyen de l'unité 18 des Parcelles Assainies de Dakar sera livré dans 8 mois. Son extension et sa réhabilitation ont coûté près de 300 millions de francs CFA. Sa restauration entre dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement moyen dans la région de Dakar, financé par l'Agence française de développement. Une délégation de l'AFD conduite par la directrice des opérations et celle du ministère de l'Éducation nationale ont effectué une visite de chantier pour constater le niveau d'avancement des travaux. Pape Collingham.
Des matériaux de construction en place, des ouvriers en pleine action, un fondement fini d'être matérialisé. Nous sommes au collège d'enseignement moyen de l'unité 18 des Parcelles Assainies. Ce site va désormais abriter les nouveaux bâtiments de l'établissement construits dans le cadre de l'amélioration de l'accès équitable à un enseignement de qualité. Sur ce site, nous avons 9 salles ordinaires, 3 salles spécialisées, 3 salles polyvalentes, 6 laboratoires, un bloc administratif, 2 blocs d'hygiène, 2 salles informatiques, comme vous le savez. Donc c'est un collège vraiment complet et ce sera un collège aussi qui sera équipé. Construit en 2010 dans un espace restreint et sans bloc d'hygiène, le CEM de l'unité 18 des Parcelles Assainies a longtemps été confronté à de réelles difficultés. Sous peu, élèves et personnels enseignants pousseront un ouf de soulagement. Le CM18 a un vécu vraiment très difficile. Les élèves étudiaient dans des conditions extrêmement difficiles. Un CM qui n'avait pas de bloc d'hygiène. Avec cette nouvelle construction qui suit son petit bonhomme de chemin, nous croyons fermement que nous pourrions mieux nous épanouir et c'est le moment de s'engager devant vous. Que nous prendrons bien soin de ce bisou et les bons résultats suivront, Inch'Allah. La réflexion et l'extension de ce collège entrent dans le cadre du démarrage de l'exécution du projet ADEM Dakar. Au total, 4 CM sont concernés pour l'académie de Pikine-Kédiouaï. Un pays qui offre à sa jeunesse une possibilité de prendre son destin en main et la méritocratie, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre jeunesse. Voilà, donc nous sommes très très heureux de l'accompagner à la fois à travers le financement des infrastructures, mais au-delà de ça, voilà, donc et réaffirmer l'engagement de l'agence auprès du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer la réussite des élèves du moyen et faire de l'éducation de base à 10 ans pour tous les Sénégalais une réalité. Cette action est parfaitement en phase avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de faire du Sénégal un pays émergent grâce, entre autres, à une jeunesse bien éduquée et bien formée. La réhabilitation et l'extension du CM Unité 18 ont mobilisé près de 300 millions de francs CFA. Les cabinets de supervision et de contrôle sont recrutés pour un bon suivi des travaux jusqu'à la livraison prévue dans 8 mois. Quelques soucis avec ce reportage de Pape Collingham. Au-delà du cachet populaire qu'il fallait donner à l'événement pour mobiliser les populations, il s'agissait pour le comité d'organisation de vendre la destination Sénégal. Propos de Baïdi Agne, président du comité d'orientation du 12e Dakar, invité ce soir de votre magazine hebdomadaire Le Point. Il se félicite du bilan de l'édition 2016. Dakar se positionne comme une plateforme internationale pour les arts et la culture. Et de ce positionnement, nous tirons des dividendes. De ce positionnement pendant un mois, ou particulièrement les 10 premiers jours, le monde entier, je veux dire, qui évolue dans l'art, que ce soit les musées, que ce soit l'élite, tous les biennalistes qui étaient là, font non seulement en nombre, mais le Sénégal est vendu un peu partout. Il y avait la présence de grands tours opérateurs. Il y avait tout le monde. Si vous regardez déjà toutes les communications que le Sénégal a eues à travers sa biennale, que ce soit Libération, que ce soit Le Monde, que ce soit les journaux anglais, que ce soit les télévisions du monde entier, chacun a parlé de la biennale. Est-ce que ça ne participe pas de cette idée que de gens qui pensent aujourd'hui que l'art c'est une affaire d'élite? Est-ce que vous avez eu le sentiment que le pays s'est approprié ça, les populations? Je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe là-dessus. En effet, c'est une affaire d'élite. Mais maintenant, le souci que nous avions eu, nous, cette année, avec cette biennale, c'est de dire et de se poser cette question et de reconnaître qu'en effet, c'est une affaire d'élite, mais comment nous pouvons, après, comme vous disiez tout à l'heure, 24 ans, intégrer, donner un cachet populaire. Un cachet populaire. Et ça, on le fait à travers l'animation. Donc, si vous avez été à la gare, si vous avez été même dans la banlieue, aujourd'hui, ici, nous sommes à la RTS, mais le 2 juin, la clôture notamment du Palais et de la Biennale, mais il y avait des élèves de Guédiawaye qui étaient en train de visiter. Il y en a même qui sont passés à la RTS. Qui sont passés à la RTS. Mais, donc, tout le long, nous avons impliqué les écoles, la jeunesse, à ce qu'ils se confrontent à toute cette création qu'ils n'auraient peut-être pas pu voir.
Bon, vous allez à la gare, partout dans la ville, tous les soirs, il y avait de l'animation. Bon, et de ces animations, nous avons attiré les populations à aller visiter les différentes expositions. D'accord. Bélian, président du comité d'orientation de la 12e Biennale, le point sur le bilan de cette édition 2016 à suivre après ce journal. Pour booster la riziculture pluviale dans le bassin de l'Anambé, un projet de 250 millions de francs CFA vient d'être lancé. Son objectif, accroître la capacité de production et renforcer les échanges entre les acteurs de la filière. Le projet entre dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz. Le récit d'Abdoulaye Sinkaré. Avec un apport de 40%, la riziculture pluviale joue un grand rôle dans le programme national d'autosuffisance en riz. Ce projet vient renforcer les ressources de la SODAGRI dans ce domaine. Concrètement, il s'agit de travailler avec d'autres partenaires comme l'ISRA pour avoir des semences de qualité et des semences adaptées. Vous savez, avec les changements climatiques, il faut qu'on s'adapte régulièrement. Donc il y aura des semences de qualité et adaptées. Mais mieux, il va falloir aller aussi vers une bonne maîtrise de la chaîne de valeur riz, comme on dit, du tract jusqu'à la fourchette. Le projet d'une valeur de 250 millions de francs est financé par la FAO. Il se déroule pendant 2 ans dans les départements de Kolda, Médina Yoro Foulah et Sédhiou. Pour sa réussite, les structures d'appui technique comme les DRDR et l'ISRA seront d'un grand apport. Avoir un projet, c'est bon. Le dérouler, c'est bon, mais aussi l'après-projet, je pense qu'il faut bien le préparer pour la durabilité. Et pour une bonne durabilité, je pense qu'il faut un bon suivi d'évaluation pour pouvoir rectifier à temps, normalement, la mise en route de ce programme de coopération technique entre le Sénégal et la FAO. Aujourd'hui, vous faites le tour des magasins, c'est plus de 60% des semences qui sont déjà disponibles. C'est de l'engrais qui est déjà disponible. Le directeur général de la SODAGRI parlait tout de suite de l'effort extrêmement important qui a été fait en termes de mécanisation. Aujourd'hui, on ne parle pas de difficultés pour les récoltes. On ne parle pas de difficultés pour la préparation du sol. Voilà un peu un certain nombre d'améliorations qui ont été effectuées et qui rentrent dans le cadre de l'anticipation. L'accroissement de la capacité de production et le renforcement des échanges entre les acteurs de la chaîne de valeur riz sont les axes majeurs du projet. Il devra contribuer sensiblement à l'atteinte des objectifs stratégiques du programme national d'autosuffisance en riz. Le syndicat des transporteurs a fait face à la presse. Cet après-midi, Chernia et Teranga et ses camarades ont fait un diagnostic sans complaisance du secteur des transports routiers, concurrence déloyale, la suspension de l'attribution des licences de taxi, la vétusté du parc automobile, autant de difficultés qui nécessitent une réorganisation du secteur, selon eux, par les pouvoirs publics. Fatou Diofa. Le transport routier est un secteur à problème au Sénégal. Sa réglementation s'impose. C'est la conviction du syndicat des transporteurs. Il faut l'État réglementer le transport. Il faut que l'État réglemente le secteur du transport et lutte contre la concurrence déloyale. La primeur doit être laissée aux professionnels du secteur. Il faut voir le transport, nous avons autorisation de transport. L'arrêt de la délivrance de licences de taxi, un autre casse-tête pour les transporteurs. Plus de 100 taxis sont garés en ce moment parce qu'ils n'arrivent pas à en disposer. Des solutions doivent être trouvées, selon Chernia et Teranga. Si les taximans avaient été informés avant, il n'y aurait pas de problème. Nous ne sommes pas contre l'arrêt de la délivrance des licences. Mais il faut faire une dérogation pour les gens qui avaient déjà acheté des véhicules destinés à ce type de service. Pour une meilleure prise en charge de leurs doléances, les transporteurs routiers demandent également à être impliqués dans le dialogue national initié par le chef de l'État. Et puis un atelier de réflexion sur la sécurisation des financements du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur s'est tenu hier. Cette réunion a permis de rassembler les décideurs, les experts en microfinance pour échanger sur les procédures de financement. Des recommandations sont formulées à l'occasion à Wanyaya. L'atelier de réflexion sur la sécurisation des financements du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur vise à mieux faire comprendre les enjeux. L'objectif de cette rencontre est de mettre en place un cadre opérationnel dans la sélection des projets. Et le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, je pense, a compris cet enjeu et très tôt
a estimé nécessaire de lier une relation avec le Crédit Mutuel du Sénégal. Les partenaires du FAISE ont apporté leur contribution. L'avantage de cet atelier est de créer une synergie entre les émigrés, les banques et le FAISE. Je voudrais juste vous féliciter pour cette dynamique, pour cette entreprise, ce travail que nous faisons ensemble au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous féliciter de la vision du chef de l'État qui permet à des citoyens de participer pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision générale d'un Sénégal émergent. Cet atelier a été organisé pour réfléchir sur la sécurisation des financements du FAISE et améliorer ce que nous sommes en train de faire depuis 2008 et voir quelles sont les nouvelles orientations pour mieux répondre aux demandes des Sénégalais de l'extérieur. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la présence d'experts de différents ministères, mais de notre comité d'orientation aussi, des personnes qui sont dans la microfinance et qui sont aussi avec les Sénégalais de l'extérieur pour d'autres projets. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a dégagé une enveloppe de 1,485 milliard de francs CFA pour le financement de 253 projets des Sénégalais de la diaspora. Cet atelier permettra de définir de grands axes d'orientation pour les années à venir. Nous ouvrons à présent la série de reportages consacrés au secteur de l'élevage. À Bambey, dans la région de Diourbel, la production animale et laitière s'améliore, mais un problème d'espace et d'unité de transformation se pose. Les techniciens et les éleveurs se mobilisent pour autant afin de sortir des difficultés. Maman Moussagnon. Ce matin, l'équipe de vétérinaires chargée du suivi de l'insémination artificielle est à Gat. C'est à quelques kilomètres de Bambey. Il y a 2 mois, l'opération a été entamée sur ce site. 23 vaches en avaient bénéficié. On a l'espoir qu'on aura peut-être un taux de 50%. Et sinon, si on a un taux de 50%, dans 7 mois, donc, on aura 9 mois et les petits vont naître. Et on espère en ce moment avoir pour chaque vache au moins une dizaine de litres de lait par jour. On a 44 000 bovins, 173 000 petits ruminants, donc le potentiel est là. Et je dirais même que le potentiel client aussi est là. Il y a l'université de Thiès à côté et l'université de Bambey. En 2009, à Gat et ses environs, dans la région de Diourbel, les vaches métissées ont été introduites. Jusque-là, leur développement est timide. Il y a un éleveur du département qui en a bénéficié. C'était une jeunesse gestante de race Gouzera. Il a son veau élevé à maintenant 6 mois. Ce vieux berger développe l'élevage des vaches métissées. Du lait, il en collecte souvent, mais compte améliorer la quantité fournie. Ma vache importée a plus de rendement que celle du Sénégal, aussi bien dans la production de lait que dans la reproduction. Un seul veau importé coûte 4 fois plus cher qu'un bœuf du Sénégal. La production laitière est très bonne. Pendant le mois de janvier, je traitais de 5 litres du matin, 5 litres du soir. Et donc, le vivre n'est pas encore acquis. Donc, s'il était très normal, je crois que nous pourrons 15 matin, 15 soirs, tout entier, ça fait 30. La production a amélioré. Mais ça a amélioré, mais aussi ça reste. Il n'y a pas vraiment une unité de collecte et de transformation de lait. En cette période de l'année, le gros de la troupe a transhumé vers l'est. Pourquoi une telle situation? Il y a un problème d'espace, parce que presque il y a plus d'espace même pour pâturer. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'éleveurs présentement, les grands troupeaux sont en transhumance entre Linguère et Saloum et même jusqu'à Tambacounda. C'est ce qui nous trouble. D'ici 2-5 km, de 10 km, pas d'espace de 2 mètres, là où tu peux attacher un bœuf. Tout est totalement cultivé. Ça nous coûte cher. C'est connu, l'éleveur veut toujours être à côté de son bétail. Pour cela, il faut de l'espace et de l'aliment en quantité suffisante. C'est pourquoi il faut inverser la tendance. Le ministère de l'élevage a mis des fonds dans chaque département, lesquels fonds va permettre aux éleveurs d'acheter de l'aliment de bétail et les revendre à eux-mêmes à un prix beaucoup plus bas que le prix du marché.
Cette année, l'État nous a facilité la tâche. Nous n'avons eu aucun problème pour l'aliment de bétail. On nous vend presque le prix à l'usine. En attendant, les éleveurs vaquent à leur occupation, des acteurs du secteur très engagés, toujours en concertation pour améliorer leur situation. À présent, je vous invite à découvrir la ferme de Nguellar. Au début, le projet était destiné à lutter contre l'exode rural. Puis, au fil du temps, ces activités se sont modernisées pour aboutir à l'érection d'une école. Dans ce projet intégré, situé à quelques encablures de Saint-Louis, plusieurs races de bétail sont élevées par accouplement pour donner des métis qui s'adaptent au climat sahélien. La ferme de Nguellar, ou comment allier élevage et agriculture. Reportage sur ce site isolé et paisible avec Lamine Touré. La ferme de Nguellar, loin des turbulences des centres urbains, vit sans discontinu depuis 1989, ce que l'on peut appeler un véritable projet intégré. Ici, tout a été conçu et pensé pour mettre l'éleveur sur les rails de la modernité. Des Gouzira, des Holstein, de la race normande sont accouplés à l'espèce locale pour donner des métis qui en soi constituent une richesse pour le pays. Chaque année, le projet présente une vingtaine de vaches candidates à l'insémination artificielle. C'est ce qui a valu les résultats que vous avez notés à travers les métis. Vous avez noté les métis Holstein, les métis Montbéliard, les métis normands, les métis jerseyaises. Et ça a eu une répercussion au niveau de la production laitière. Dans la chèvrerie, le même schéma a été observé et la production journalière s'élève à 30 litres pour 40 sujets, à raison de 2 litres par tête. Nous avons les races saanen et les races canariennes, et en même temps des métis. Ici, nous avons une production qui tourne autour de 30 litres de lait par jour, ce qui a permis la fabrication de fromage pour une quantité de fromage de 300 à 400 fromages par semaine. Tout autour, l'activité de la ferme a été élargie et combinée à celle agricole dans le but de pérenniser cette initiative privée au profit des populations. Ce projet consiste effectivement à développer des activités économiques et des activités sociales pouvant fixer la population, parce qu'à l'origine c'était pour lutter contre l'exode rural d'abord et asseoir aussi une politique de développement qui prend en considération tous les aspects. Une école de vie qui tient à cœur le ministère de tutelle. Le suivi médical des animaux est assuré. Chaque année on organise une campagne de vaccination de masse. Et les sujets sont présentés au parc en général. Dans le cas contraire, on se présente même au niveau du centre. On intervient avec les maladies les plus courantes dans la zone, à savoir la dermatose nodulaire, qui est subventionnée par l'État. Il y a la passerellose aussi. Et cette année, on a introduit aussi avec le T1. Et la démultiplication du projet est pour l'État une nécessité. Aujourd'hui, nous en sommes à 23 fermes démultipliées. Ces fermes-là, donc, c'est des jeunes qui les portent au niveau de leur terroir. Nous avons déjà choisi ce centre-là pour le porter au haut niveau, pour qu'au niveau des autorités supérieures puissent identifier ce centre-là. Et on a même fourni dans un premier temps les semences multiplication. C'est nous-mêmes qui avons fourni les semences multiplication. Malheureusement, il y a eu un problème de certification qui s'est posé. À titre d'exemple, plusieurs jeunes sont formés ici. La formation dure 4 ans. Après, on les accompagne jusqu'à l'installation. Donc, je pense qu'ils ont participé à l'insertion de la jeunesse. Une fromagerie, une école maternelle, un poste de santé, autant d'aspects liés les uns aux autres pour donner à l'endroit toute sa plénitude de projets intégrés. La dimension emploi n'est pas en reste avec le développement de l'activité de couture. Le tout surplombé par le maralfalfa, une herbe fourragère originaire du Guatemala qui donne goût au bétail. Malgré son importance, la ferme de Nguellar vit seule dans un enclavement inédit.
Plus de 600 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé chaque année par la Société de gestion des abattoirs du Sénégal, avec un total de 550 bovins et plus de 2000 ovins et caprins par jour à l'abattage. Les acteurs préconisent des innovations pour la modernisation du secteur de la filière bétail-viande. La SOGAS bien, mais peut mieux faire si les moyens suivent. Coup de projecteur dans ce reportage de Amadou Aramtiam. 231 000 CFA pour cette carcasse de mouton et le compte est bon. Il en va ainsi à la SOGAS entre les chevillards et les clients. Restauratrice de son état, c'est un jour de commande spéciale pour Naïdjaou, venu faire son ravitaillement. J'ai une commande de méchoui aujourd'hui. Je m'active aussi dans la dibiterie. C'est pourquoi je suis venue ici à la SOGAS chercher et acheter les carcasses de moutons qui me conviennent. Plus qu'un marché, la SOGAS, plus connue sous le nom de Serras, est devenue un véritable centre d'affaires. La filière bétail-viande repose sur une organisation. La filière bétail-viande se repose sur deux segments. La filière bétail, c'est à partir de la production jusqu'à la commercialisation. La filière viande, c'est à partir de la transformation jusqu'à la consommation. Tributaire de l'élevage intensif ou extensif, la production est le premier maillon d'une chaîne de valeur. Phase intermédiaire entre la production et la distribution, la transformation est du domaine du chevillard. La profession de chevillard consiste à aller s'approvisionner auprès des éleveurs ou bien des marchands de bétail, venir au niveau des abattoirs, procéder à la transformation de l'animal. Nous sommes des chevillards et nous vendons en gros, qu'il s'agisse de carcasses de bœufs ou de moutons. Notre activité actuellement marche bien parce que la clientèle s'approvisionne ici. C'est plus sûr. Dans le processus de distribution, la conservation joue un grand rôle. Ici, nous sommes à la salle de ressillage pour le refroidissement après abattage pour la criée avant le transfert de la viande à la chambre de conservation. De cette salle, les carcasses ne sortent qu'avec une certaine température. Ici, normalement, l'animal doit sortir ici, la carcasse doit sortir ici avec une température minimale de 5 à 7 degrés. À côté des chevillards, des revendeurs détaillants, il y a le commerce des tripes, des pattes de bœuf, entre autres. Une activité dans laquelle vendeurs et acheteurs se retrouvent. Je viens ici acheter des têtes de bœuf parce que c'est moins cher. Ici, on vend le kilogramme à 1800 francs CFA. Si nous avons de la marchandise, nous pouvons faire un chiffre d'affaires de 10 000 francs par jour ou plus. Le bénéfice dépend souvent de la vente. Nous ne pouvons pas le fixer d'avance. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 milliards CFA, la SOGAS, grâce à son système d'information des marchés, dispose de statistiques sur l'abattage dans la région. À Dakar, pour les petits ruminants, les ovins et les caprins, on abat 2000 petits ruminants moins de jour. Tu vois. Bon, pour les bovins, la SOGAS tourne autour de 250 bovins jour en moyenne, plus les porcins, les asins et les équins. Mais donc là, bon, mais pour la région de Dakar, on tourne en moyenne sur 550 bovins jour. Dans l'optique d'une modernisation de la filière, l'ANPOV entend apporter des innovations allant de l'assainissement du secteur à l'accompagnement des acteurs. Un fonds de milliards est déjà disponible pour appuyer la commercialisation. Et puis à côté des personnes qui font des bonnes affaires, comme nous venons de le voir dans ce reportage sur la SOGAS, il y a beaucoup d'autres qui se tournent les pouces. Ils exercent pour la plupart des activités peu rentables durant cette période de Ramadan. C'est le cas, tenez-vous bien, des vendeurs de café et des tatoueurs. En attendant, ils prennent leur mal en patience et se plient à cette règle qui veut que quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Aramdawa. Cela fait un bon moment que cette chaise est vide. Vide de clientes que Tierno et ses amis attendent sans beaucoup d'espoir. Le tatouage est leur affaire et le moment n'est pas propice.
Le business ne marche plus comme avant. On se résigne, c'est l'effet du Ramadan. Nous, on fait dans la pose des ongles et des cils, ainsi que du tatouage, ce qui marchait fort bien. C'est sûr que vers la fin du Ramadan, les activités vont reprendre, surtout quand la fête va approcher. Pour le moment, c'est par hasard que les clientes se présentent. Ils s'y font, bon gré mal gré, tout comme ce vendeur de jeans. Ça ne bouge pas du tout. Les quelques clients qui passent nous demandent plutôt des robes. Vous voyez que je vends des jeans, des bodys et autres habits courts. Seuls les hommes achètent. À vrai dire, la période n'est pas favorable à nos affaires. On sait. C'est de la patience qu'il leur faut pour laisser passer les premiers jours. Asmalik connaît l'attitude des clientes. Nul doute pour lui que la situation va bientôt changer. Les gens disent que la vente de jeans tourne au ralenti les premiers jours du mois parce que les filles s'habillent autrement. Mais je ne suis pas tout à fait de cet avis. Moi, je ne change rien parce que c'est juste les premiers jours. Elles ont beau mettre des voiles, mais ça ne durera pas. Elles viendront acheter. Moins optimiste, ce vendeur de café a tout simplement pris congé. Lui est au poste, mais ne lui demandez pas de café, il n'en vend pas la journée. Les gens jeûnent. Moi, par exemple, je ne supporte pas l'odeur de la cigarette quand je jeûne. Je ne peux pas vendre non plus du café. Je vends des lunettes, donc des écouteurs, chargeurs et mouchoirs. Le café, je vends ça la nuit, mais ça ne comble pas les pertes, parce que le temps de vente de la journée est plus long. Le soir, je suis juste là entre 23h et 0h. Ce que confirme la poubelle à moitié vide, une période de vache maigre qu'ils vivent tous avec philosophie. Et que dire des dépenses faramineuses en ce mois du Ramadan au Sénégal? Ça rime avec la hausse des frais pour les repas quotidiens, le ndogu, le dîner et le khud. Les hommes et les femmes ont tendance à débourser plus pour satisfaire leur famille et ce n'est pas sans conséquence sur leur budget. Diana Badja. Le Ramadan, une période de grosses dépenses, Jojo Diagne fait le tour des tables pour remplir sa calebasse de condiments. Une fois à la maison, elle fait le décompte. C'est un mois de dévotion, mais les dépenses sont excessives. Avec ma petite famille, je dépensais 3 500. Maintenant, il me faut au moins 6 000 francs. En cette période, toutes les femmes ont senti la hausse des dépenses. La variété des plats à offrir après la coupure justifie en partie la situation. Après la coupure, il faut des plats riches et variés. Pour le ndogu, on prépare des sandwichs, du café au lait, plus de dîner à prévoir. Il ne faut pas oublier non plus le khud, le repas de l'aube. Avant le Ramadan, je dépensais 10 000 francs. Maintenant, on me donne 12 000. Les hommes font de leur mieux pour assurer ce surplus financier. Chacun y va selon ses moyens. Là où on dépensait 5 000 francs, il faut monter à 7 000 ou 10 000 francs pendant le Ramadan. Les 3 000 francs que je donnais au quotidien sont passés à 4 000 voire 4 500 francs. Pour offrir un bon ndogu à sa famille, les hommes et les femmes sont parfois obligés de conjuguer leurs efforts. Une table bien dressée et bien remplie à la coupure en vaut largement la peine. Toujours en ce mois béni, la rubrique Santé livre ses conseils pour permettre à certaines personnes fragiles ou ayant connu des perturbations liées au jeûne de profiter pleinement des bienfaits du Ramadan. Aujourd'hui, les recommandations s'adressent surtout à ceux qui souffrent de constipation ou de carence en vitamines. Dans le reportage qui va suivre, quelques mesures diététiques avec des spécialistes. Oumou Baldé. Après de longues journées de jeûne, certains perdent leurs habitudes alimentaires et même l'appétit. Chez d'autres, ce manque d'appétit et de bonne guerre
car cela permet de combattre le surpoids. Les études nous montrent que quand on jeûne bien, on perd de la graisse abdominale quand on a en trop. Et cette graisse abdominale-là, quand elle est excessive, représente un risque de maladie chronique. Donc, s'il y a de la graisse abdominale à perdre, bien, perdons-la, c'est tant mieux. Pour ceux qui ne souffrent pas de surpoids et chez qui s'installent certains signes, cela peut annoncer des carences nutritionnelles et vitaminiques. Et ces carences-là peuvent occasionner une grosse fatigue, des vertiges, et même carrément, si on faisait un bilan sanguin, on verrait que certaines vitamines, etc., sont en manque. Essentiellement, ce sont des personnes qui, avec le jeûne, ont l'appétit coupé en fait, et qui, au moment de couper le jeûne, dès qu'elles ont pris leur date, finalement, ne peuvent plus manger grand-chose après ça. Donc, ils ne font pas les repas complets. Il y a maintenant des personnes qui sont susceptibles d'avoir, ou alors qui sont sensibles à certaines carences. Je pense notamment à la carence en fer. Beaucoup de femmes en âge de se reproduire ont non seulement des déficiences en fer, et pendant la période de Ramadan où il y a quand même un repas qui est sauté, il peut y avoir ce risque de carence peut être plus grand. Et ces personnes-là donc doivent être à l'écoute de leur corps. De toute façon, quand on a l'habitude d'être déficient en fer, on reconnaît tout de suite les symptômes. On est fatigué, on peut manquer d'appétit, on est essoufflé. Quand s'installent ces signes, il est donc recommandé d'enrichir son alimentation, voire la supplémenter pour retrouver son équilibre. Alors, les fruits et légumes sont très importants, évidemment, parce qu'ils sont pourvoyeurs de vitamines et de sels minéraux essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les obtenir ailleurs que là. Ils sont aussi pourvoyeurs de fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires, c'est vraiment très important en général, mais pendant le mois du Ramadan, c'est encore plus important, parce que pendant le mois du Ramadan, le système digestif est beaucoup plus lent, la motilité des aliments est beaucoup plus lente, donc on a plus tendance à souffrir de constipation. Donc quand on mange ces fruits et légumes, on a non seulement les vitamines dont on a besoin, mais en plus on a ces fibres alimentaires qui nous permettent quand même d'aller aux toilettes régulièrement et de ne pas souffrir de gaz, de ballonnement, etc. Et surtout de détoxifier, d'enlever les déchets du gros intestin. Les vitamines et les sels minéraux des fruits et légumes, il n'y a pas de fruits et de légumes particuliers qu'il faut choisir, ni en général, ni pendant le mois du Ramadan. La seule règle qu'il faut observer en tout, c'est qu'il faut diversifier ses choix de fruits et de légumes. Parce que vous allez avoir dans chaque fruit, dans chaque légume, une richesse de telle ou telle vitamine. Et donc, en diversifiant, vous avez plus de chances de manger toutes les vitamines et tous les sels minéraux dont vous avez besoin. Donc, en cette période de mangue, je sais qu'il est tentant de manger des mangues et des mangues et des mangues, mais essayons quand même de diversifier. Il y a quand même certains fruits locaux, d'autres fruits locaux qui sont les oranges, il y a même des maddes, enfin, en Casamance en ce moment, il y en a énormément. Il faut diversifier l'apport, c'est vrai. Et c'est l'occasion d'ailleurs de faire des salades de fruits, par exemple, où il y aura de la mangue, mais il y aura d'autres fruits. Et à ce moment-là, on a toutes les chances d'avoir toutes les vitamines dont on a besoin. Pareil pour les légumes. Au-delà de cette période, veiller à avoir une alimentation équilibrée et variée doit être une attitude au quotidien. Bon appétit en tout cas à tous ceux qui sont encore à table. Le Ramadan rime avec baisse de l'activité dans certains secteurs, de celui de la restauration à celui de l'habillement. Le seul mot d'ordre chez beaucoup, c'est de prendre son mal en patience. Le mois béni, pas toujours du pain béni. C'est une chronique de Seydina Luntiko. Le Ramadan aura mis au régime le revenu dont certains frôlent même la maigreur. Et vu que ce n'est pas tout le monde qui peut s'adapter aux besoins actuels du marché ou même s'autoriser une reconversion, c'est le chiffre d'affaires qui en pâtit. Oui, le mois béni, ce n'est pas du pain béni pour tous les commerçants. La privation alimentaire, la rigueur du jeûne avec ses corollaires, notamment celui lié au changement de style vestimentaire, sont passés par là. Même s'il y en a qui peuvent se rattraper après la rupture, il n'est par exemple pas rare de voir des restaurants essayer de combler le déficit dans la soirée, invitant leurs clients à la formule spéciale Ramadan. Finalement, dans un temps d'abstinence, que certaines activités soient donc au ralenti et dans l'ordre normal des choses. Beaucoup s'y sont faits et prennent date avec la fin ou le début de la fin du Ramadan pour recommencer à voir grouiller de monde les marchés, les machines des tailleurs tournées en plein régime, ou même le retour à la normale pour lequel prêchent vendeurs de jeans et autres habits sexy. On ne pêche jamais par espoir, quoique.
Dans nos prochaines éditions, d'autres reportages pour ce mois béni de Ramadan et également dans la série consacrée à l'élevage, un peu de lait et du viande, et ça permet de retrouver la forme en ce mois de Ramadan. À présent, la page internationale de ce 20h, elle nous mène au Mali, en France, en Afrique du Sud